Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire, qui sont les rendez-vous trimestriels, scientifiques en ligne, du réseau NACRE. Hem, nous vous remercions, de vous être, connectés aujourd'hui à cette conférence et avant de passer la parole à nos expertes du jour, je vais juste, vous dire deux trois mots rapides, sur le contexte, sur, ce qu'est le réseau NACRE pour celles et ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas et je passerai ensuite la parole, à nos 2 expertes. Nous sommes le réseau nutrition, activité physique, cancer, recherche. Hem Nous avons pour objectif de développer la recherche, multidisciplinaire et pluridisciplinaire en nutrition et cancer et rassembler les experts. Nous avons également, 2 grands objectifs d'information et de formation des professionnels de santé et du grand public et des patients. Nous travaillons, à la fois en prévention primaire, des cancers pendant la maladie et en prévention, tertiaire. Nous sommes donc un réseau de recherche, fédératif avec presque 42 équipes en France avec diverses approches méthodologiques, de l'épidémiologie, de la recherche clinique, des modèles expérimentaux et des sciences humaines et sociales, donc répartis sur toutes les régions métropolitaines et les 7 cancéropoles. Et actuellement, on est en train de finaliser un club NACRE européen avec des équipes européennes qui travaillent sur nutrition, activité physique et cancer. Le réseau NACRE, c'est plus de 400 experts et expertes, plus de 170 projets de recherche, dont 30 qui impliquent au moins 2 équipes du réseau, des séminaires scientifiques annuels, des formations régulières, des événements annuels pour le grand public et les patients. Nous avons récemment participé à une exposition à la Cité des Sciences à la Villette sur le cancer et nous allons organiser également un événement grand public très bientôt. Nous avons un site web certifié, n'hésitez pas à aller, regarder, un peu ce qui s'y passe et également des outils pour les professionnels de santé, pour les chercheurs, les patients et le grand public. N'hésitez pas à nous suivre, via les réseaux sociaux pour avoir nos actualités. Le Webinacre, c'est une nouvelle rubrique que nous avons lancée en 2022, qui est un rendez-vous scientifique, trimestriel dont le but est donc de partager les connaissances scientifiques, dans le milieu scientifique, donc auprès des autres chercheurs, mais aussi auprès des professionnels de santé. C'est des rendez-vous, gratuits et accessibles à tout le monde. Nous faisons appel à des experts, français ou internationaux sur la thématique, nutrition, activité physique, cancer, santé, de diverses disciplines et notre discipline du jour, on va dire, c'est la sociologie de la santé. Je vais vous présenter nos expertes tout à l'heure. Euh, N'hésitez pas donc à interagir. Il y aura presque 30 minutes de présentation, mais après, vous êtes tous invités à participer, donc à poser vos questions sur l'onglet questions que vous pouvez voir en bas de l'écran. Juste s'il vous plaît, ne posez pas vos questions dans l'onglet chat parce qu'il n'est pas effectivement, il n'est pas efficacement modéré, donc il y aura un peu de latence si vous pouvez poser vos questions dans l'onglet chat. Donc s'il vous plaît, dans l'onglet questions. Sinon, si jamais vous ne pouvez pas être là, euh, je viens de me rendre compte que si jamais vous ne pouvez pas être là, vous ne pouvez pas m'entendre en disant ça. Mais en tout cas, les webinacres sont disponibles en replay. Le premier webinacre qui a eu lieu sur le Nutri-Score et le deuxième sur la résistance anabolique sont déjà disponibles sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Il me souhaite à vous souhaiter à toutes et tous un bon webinaire n'hésitez pas à interagir avec nous via l'onglet questions. Et maintenant, je vais passer la parole à notre experte Charlotte Bruno, qui est membre du réseau NACRE et chercheuse au sein du CRESCO à Toulouse et du Elvis à l'Université de Lyon, qui va donc présenter notre experte du jour. Charlotte, je te passe la parole. Merci Bernard. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir et surtout d'écouter Marie Préau, donc, qui est professeure des universités en psychologie sociale de la santé à l'université Lumière Lyon 2. Donc, elle est rattachée à l'unité INSERM 1287, donc radiation, défense, santé, environnement,
où elle mène plus largement des projets de recherche en psychologie sociale de la santé, en cancérologie, mais aussi dans le domaine de l'infectieux, à l'aide notamment d'approches participatives et communautaires. Donc Marie Préau développe et encadre des recherches ancrées en psychologie sociale, mais principalement dans des cadres pluri, voire transdisciplinaires, tant dans le champ de la prévention que la prise en charge des pathologies chroniques en France, comme à l'international auprès des publics vulnérables. Outre tous ces nombreux projets de recherche, donc Marie siège dans diverses instances nationales, disciplinaires, de santé publique, d'éthique ou encore dans les cadres de travail ou de réflexion en lien avec la société civile ainsi que des responsabilités universitaires. Donc maintenant, je vais passer la parole à Marie Préau, donc qui va nous présenter l'intérêt de l'approche des représentations sociales pour appréhender les comportements alimentaires et de santé. Merci beaucoup Charlotte et puis surtout merci pour cette invitation à venir vous parler un petit peu sciences humaines et sociales et surtout collaboration avec les sciences humaines et sociales pour mieux comprendre un certain nombre d'enjeux qui nous occupent tous. Alors, donc, comme l'a dit Charlotte, moi, je fais partie d'une équipe de recherche de psychologues sociaux. Juste pour réintégrer 2-3 petits éléments autour de ce que c'est que la psychosociale et qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce cadre-là. Donc, les psychologues sociaux s'intéressent en effet aux croyances, aux représentations, aux comportements des individus. Leur prisme, c'est bien l'individu, puisque on reste rattaché à notre discipline mère qui est la psychologie, mais on considère que ces comportements, ces croyances sont ancrés d'un point de vue des groupes d'appartenance, d'un point de vue des identités sociales, et on va essayer de faire le lien entre les deux. Donc, nous ne sommes pas des sociologues, mais nous ne sommes pas des psychologues cliniciens. C'est un entre-deux, je vais essayer d'exemplifier un petit peu l'apport que nous pouvons proposer sur ces enjeux de comportement alimentaire et de comportement de santé. Alors, justement, donc, à quoi ça sert la psychologie sociale ? Nos centres d'intérêt, ils sont variés, mais on va dire que ce qui occupe les psychologues sociaux depuis très longtemps, c'est de comprendre le lien qu'il peut y avoir entre les croyances, les affects et les comportements. Très classiquement, on considère que si les gens savent, ils vont faire, que si on est informé et qu'on a les connaissances sur un sujet, on va mettre en œuvre les comportements cohérents avec ces connaissances. Or, l'actualité nous rappelle à quel point tout ceci n'est absolument pas le cas et on peut très bien connaître un sujet, être très informé et pour autant ne pas avoir les comportements adéquats parce qu'il y a des éléments liés à des croyances, à des affects. Les émotions, c'est quelque chose qui est aussi très important à intégrer dans la compréhension dans des modèles un peu plus vastes pour comprendre les comportements. Et finalement, voilà, nous, on va essayer de décrypter en quoi est-ce que l'appartenance à des collectifs, donc toutes les identités sociales que l'on a, qui sont autant de casquettes finalement qu'on utilise selon le cadre plus ou moins saillant dans lequel on est, les normes sociales, notamment liées aux groupes sociaux auxquels on appartient, eh bien, impacte la façon dont chaque individu construit ses représentations, dont il construit ses croyances, dont il exprime aussi des émotions. Et tout ceci va avoir un impact sur la mise en œuvre entre l'intention comportementale et le comportement. Et donc, on est très intéressé. Il y a une grosse partie de la psychologie sociale qui a des approches très prédictives avec des expérimentations. Et moi, je fais partie d'une équipe qui est plutôt orientée sur la compréhension de ce qui est en train de se jouer. Donc, peu d'expérimentation et beaucoup de projets de terrain très, très ancrés dans le vécu des personnes. Et on s'intéresse donc au point de vue intra-individuel, à ce qui se joue entre les personnes, entre les groupes et à un niveau un petit peu plus symbolique. Donc après cette petite introduction pour poser un petit peu le cadre de nos apports, que j'envisage vraiment dans des perspectives, comme le disait Charlotte, voire transdisciplinaires. Je crois que quand on travaille sur des objets aussi complexes que ceux de l'alimentation, de la santé ou de la cancérologie, travailler seul avec son apport disciplinaire, même si on a plein d'ancrages théoriques et méthodologiques complémentaires les uns des autres, ça demeure très compliqué. Et voilà, c'est pour ça que je le place vraiment dans cette perspective de ce qu'on peut apporter en collaboration avec d'autres approches disciplinaires.
Alors, l'un des ancrages forts qu'on peut avoir dans le champ de la psychologie sociale, c'est d'avoir recours à l'approche théorico-méthodologique, et j'insiste sur l'aspect et théorique et méthodologique, qui est celle des représentations sociales. Alors, sachant que le terme de représentation sociale, d'abord, il peut être très utilisé et de façon tout à fait vulgarisée, mais d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue théorique, il est utilisé à la fois dans le champ de la sociologie, mais dans le domaine de la psychologie sociale, il renvoie aux travaux qui ont été initiés par Moscovici et repris par un certain nombre d'autres auteurs, notamment Denise Jodelet. Cette approche théorique, elle a différents courants, des courants qui vont chercher d'un point de vue méthodologique à être très précis sur des éléments centraux, des éléments plus périphériques de ce qu'est une représentation, je vais y venir, et puis d'autres plus des approches compréhensives. Et donc, nous, on va être un peu dans cette logique d'approche compréhensive. L'idée, c'est que pour appréhender notre environnement et pour lui donner du sens, ce que nous avons besoin de faire chaque jour, eh bien, les individus et surtout les individus au sein des groupes vont trier, organiser les informations pour construire des savoirs de sens commun et des réseaux de valeurs, de notions, de pratiques qui vont les guider à la fois pour comprendre le monde dans lequel ils évoluent, mais aussi pour faire du sens avec leur comportement. Et finalement, l'idée qui est derrière, elle consiste à se dire que autour d'objets complexes, parce que nous sommes entourés d'objets complexes, pour appréhender ces objets complexes, et on peut prendre l'exemple de l'alimentation, eh bien, nous allons construire des représentations sociales pour nous permettre de nous guider. Et l'idée, c'est bien que même si nous avons des points de vue individuels, même s'il y a une partie individuelle dans cette représentation, parce qu'en effet, même une personne qui appartient à des groupes sociaux identiques aux miens va avoir à la marge des éléments un peu différenciants dans sa représentation, nous partageons finalement des éléments collectifs de ces représentations. Parce que ces représentations, elles vont faire sens par rapport à tout un tas d'autres éléments qui nous permettent d'organiser notre environnement. Et je vais y revenir dessus tout à l'heure, avec deux éléments qui sont très importants quand on travaille sur ces représentations, c'est la façon dont elles se construisent et dont elles s'ancrent dans des choses déjà existantes. Je vais exemplifier les choses tout à l'heure. Donc, les représentations sociales, ce sont bien... c'est un outil qui est à la fois théorique parce qu'il nous permet de comprendre de quoi on parle et méthodologique parce que nous avons clairement des éléments pour comprendre comment les appréhender, ces représentations, comment les analyser et donc avoir une perspective un peu plus compréhensive de ce qui se joue autour de l'objet en question. Alors cet objet en question, en l'occurrence aujourd'hui, c'est celui de l'alimentation et de son lien avec la santé. Je vais y revenir un peu plus tard sur le lien avec la santé. Sachant que l'alimentation est un objet social, clairement, un objet social complexe, sur lequel il va y avoir tout un tas de croyances, tout un tas de pratiques au sein de la diversité des groupes qui sont concernés. On va dire que certains objets sont plus ou moins impliquants pour les groupes. On peut avoir une représentation d'un objet qui nous concerne plus ou moins. Là, on va dire que l'ensemble de la population est concernée et donc on va avoir un réseau extrêmement dense de représentation et surtout, ce qu'on va voir, c'est le lien avec tout un tas d'autres domaines, dont celui de la santé. Alors, il y a des travaux de référence, clairement, sur ce sujet-là, et notamment Fischler, avec l'ouvrage L'Omnivore, qui, je pense, dans le champ de la psychologie sociale et de la sociologie, est un ouvrage de référence et que je recommande pour appréhender justement les réseaux représentationnels, notamment autour de l'alimentation. Et puis, d'autres chercheurs, comme Estelle Masson, qui travaille depuis longtemps sur ce sujet-là, ont mené un certain nombre
nombre d'enquêtes, qu'elles soient qualitatives ou quantitatives, pour mieux appréhender justement les représentations de l'alimentation dans des groupes sociaux différents et avec nécessairement des ancrages et des implications sur les comportements qui vont être différents. Ici, ces travaux-là, ils sont vraiment assez globaux, ils ne font pas forcément nécessairement le lien avec l'enjeu qui nous occupe aussi aujourd'hui, qui est celui de la santé. Bref, en tout cas, ces travaux montrent bien que l'alimentation, contrairement à une vision qu'on pourrait en avoir assez simpliste, ne renvoie évidemment pas qu'à un besoin physiologique, mais je pense qu'on a des spécialistes plutôt en ligne, donc ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, qu'il y a un acte complexe qui est derrière et surtout qui renvoie à des réalités extrêmement variées, à la fois d'un point de vue psychologique, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel et aussi physiologique, j'ai envie de dire. Donc tout un tas, quand on voit savoir, émotion, valeurs, rituels, là on a un ancrage très fort d'un point de vue culturel, mais il n'y a pas que cela. Et on voit qu'on est vraiment sur un objet extrêmement complexe. Et donc on va essayer de le décrypter ici avec quelques éléments. On a nombreux travaux en sciences humaines et sociales sur l'objet alimentation en tant que tel, que ce soit en sociologie, en anthropologie. On a des travaux aussi en sciences politiques. J'ai cité un projet parce que c'est un projet que j'ai vu passer qui me semble avoir une portée vraiment intéressante dans les résultats qu'il va pouvoir proposer, donc le projet POPAL. Donc, on va dire que le champ des sciences humaines et sociales s'est saisi depuis très longtemps de ces questions d'alimentation. Et puis, le lien entre les travaux en SHS et en épidémiologie santé publique, finalement, il s'est fait assez tardivement, puisque je pense que c'est à partir du premier PNNS qu'en 2000, on commence à mettre en évidence des vrais sujets d'un point de vue épidémiologique qui vont interpeller sur les enjeux psychosociaux, sociologiques, culturels qu'il y a derrière certains comportements de santé. Et il m'a semblé à la lecture d'un certain nombre de travaux qu'en effet, la place de la reconnaissance des inégalités sociales de santé, donc voilà, avec quand même des travaux qui sont en France pas si anciens que cela, a mis en focus, je dirais, sur la nécessité de collaborer et de construire des approches pluridisciplinaires et de faire davantage de liens entre ce que les sciences humaines et sociales pouvaient apporter comme information scientifique qui permettait de mieux comprendre les comportements alimentaires notamment, et de faire le lien avec des données de santé, alors à la fois en prévention primaire, j'ai envie de dire, sans objet pathologique spécifique, et puis ensuite en prévention secondaire, tertiaire, sur des problématiques médicales un peu plus particulières. Donc finalement, on a une très dense littérature qui portait sur des approches purement SHS, et depuis une vingtaine d'années, on commence à croiser un petit peu les regards. Ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on reste toujours sur une vision complexe de la santé comme à la fois un facteur à risque et un facteur protecteur. Alors, je ne peux pas en dire trop pour l'instant parce que ce n'est pas encore publié, mais ça vient d'être déposé dans le baromètre qu'a mis en place l'INCa et qui va sortir bientôt. On a vu justement à quel point l'alimentation est pour l'instant perçue plutôt comme les activités physiques et sportives, comme un facteur qui serait plutôt protecteur qu'un facteur à risque. Et c'est intéressant en fait de voir justement quel est le prisme que les personnes entendent. Alors, à vérifier aussi dans la façon dont les questions ont été posées. Et je crois que c'est un vrai sujet de voir si on est dans une logique qui renvoie à des réelles représentations chez les personnes, ou bien si on est dans une logique de promotion de la santé qui a été tellement bien intégrée par les personnes que finalement, c'est ce prisme-là qui leur parle plus précisément. En tout cas, il me semble qu'on a des fils à tirer sur l'analyse des travaux et de toute la promotion de la santé qui a été faite autour de l'alimentation ces 20 dernières années,
et la façon dont les personnes les récupèrent et faire le lien avec toutes les théories autour du risque. Alors, j'ai cité les approches sociologiques notamment, mais il n'y a pas uniquement celle-ci. Comment on situe encore l'alimentation? J'ai l'impression qu'on a des littératures qui se parlent encore très peu et qui ne font pas nécessairement le lien entre ces différents angles de vue et surtout un effet d'exposition à des masses médias qui a pu amener les personnes à se construire des représentations variées. Quand on parle alimentation, évidemment que, on a un intérêt pour, les plus jeunes, les enfants notamment, puisqu'on sait à quel point et là aussi je pense que le public est plus qu'averti, c'est un public cible pour eux et leurs futurs enfants et du coup, je voulais faire un tout petit focus sur, un article dont je vais vous présenter un peu plus, précisément les résultats. Alors, dont on verra, hein, qu'il commence à dater, mais ça montrait bien aussi l'intérêt pour ces sujets-là, déjà il y a une vingtaine d'années et comment, maintenant, pallier aux limites de ces données-là. Donc c'est un papier, une étude qui a été menée, au Canada, et qui visait à appréhender vraiment le lien entre les représentations sociales, de l'alimentation en tant que telle et de la santé. Et ici, on avait 2 publics cibles qui étaient des adultes et des enfants, avec chez les adultes des parents et des intervenants plutôt du milieu scolaire. Je voulais vous exemplifier justement comment on travaille sur les représentations sociales, puisque j'insistais sur la dimension méthodologique. Donc, ce qu'on utilise le plus fréquemment, ce sont des approches méthodologiques en triangulation, c'est-à-dire qu'on va croiser des méthodes et on va pas juste, comme dans les méthodes mixtes, les associer, les regarder l'une après l'autre en termes de résultats, mais on va vraiment confronter leurs apports et essayer de comprendre finalement en confrontant qu'est-ce qu'on tire comme information complémentaire de ces recueils de données différents. Et on a une façon aussi de questionner les représentations qui est une façon assez simpliste, mais néanmoins extrêmement efficace, qui consiste à, au-delà de l'explicitation sur les objets, demander aux personnes des mots inducteurs, de leur demander des mots associés, pardon, lorsqu'on utilise un mot inducteur, ici en l'occurrence manger et santé. Et en fait, on va aller regarder la diversité des mots qui sont évoqués, et soit on peut faire des analyses par rapport aux mots et faire des regroupements lexicaux, soit on peut aussi demander aux personnes d'expliciter, et là on va avoir des approches encore plus compréhensibles, puisqu'on demande aux personnes de justifier leurs propos. Et donc, c'est cette approche qui a été utilisée dans cette étude, auprès donc des 2 publics d'adultes et d'enfants, sur les 2 mots inducteurs. Alors, les résultats de cette étude, je pense qu'ils sont assez classiques. Ceci étant, ils sont aussi très utiles et à l'époque, ils étaient probablement pas tout à fait classiques. Ici, vous voyez qu'à chaque fois, on peut aussi utiliser un certain nombre d'autres variables, et notamment le niveau socio-économique qui était une variable clé pour appréhender ces représentations, et où on voit bien que, en effet, en fonction du niveau socio-économique, chez les adultes, sur l'alimentation, on renvoie à des sphères représentationnelles différentes, un moment de plaisir ou un acte nutritionnel. On voit aussi qu'on a des différences entre le statut d'enseignant et le statut de parent et les hommes et les femmes, avec l'idée que les enseignants et les hommes considèrent surtout en termes quantitatifs l'acte de manger, et les parents et les femmes sont plutôt sur l'organisation, la régularité et le lien déjà avec la santé qui ressort de façon assez importante. Et donc cette dimension fonctionnelle de l'alimentation qui ressort notamment chez les femmes et donc possiblement chez les mères pour une grande partie d'entre elles. Quand on regarde ce qui se passe chez les enfants, là aussi, juste pour exemplifier et vous montrer le type de matériel qu'on peut recueillir, donc on a 264 associations et 96 formes lexicales différentes. Donc ça veut dire que on ressort vraiment des formes lexicales. Alors, on ne va pas rentrer, parce que là, il y a des ancrages culturels aussi importants sur ces aspects-là. Mais ce qui est intéressant comme résultat ici, c'est bien qu'on a déjà des différences filles-garçons
assez tôt sur le regard qu'ils portent sur l'alimentation. Et on a aussi des différences où finalement les filles se rapprochent un peu plus du regard des enfants issus de milieux défavorisés par rapport aux garçons. Et puis on a déjà cet aspect fonctionnel qui ressort assez fortement chez les filles et plus détaché chez les garçons. Maintenant, sur l'objet santé, donc dans la même population, ici, ce qui était intéressant, c'est d'observer davantage que des différences de genre, des différences aussi sur le fait qu'il s'agisse des parents ou des enseignants qui s'opposaient sur la vision qu'ils pouvaient avoir de la santé. Et vous avez une illustration ici, en fait, ces mots, ces registres lexicaux, on va les projeter sur des axes et c'est ça qui va nous permettre de comprendre comment s'organisent les représentations. Et donc ici, on voit bien qu'on a une opposition assez forte entre les parents et les enseignants sur le lien entre justement le fait de vivre sainement et être optimiste par rapport à sa santé, ou bien plutôt d'avoir cette inquiétude possible sur sa santé. Et on voit un effet aussi des milieux favorisés et défavorisés sur ces axes-là. Et enfin, chez les enfants, ici, on observe en effet qu'il y a un lien entre alimentation et santé qui se fait pour certains d'entre eux. Et on voit aussi un impact socio-économique, puisque finalement, on a déjà des différences selon le milieu social d'origine. Et on a aussi le fait de se conformer finalement aux prescriptions un peu de genre qui sont derrière quant à la façon d'envisager la santé et d'être plus ou moins proactif. Alors, ces résultats, je pense qu'ils ils datent maintenant, mais en même temps, ils ont une portée assez importante. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir, à partir de ces outils de représentation et de ce que ça peut nous apporter, comment est-ce qu'on peut les utiliser et les croiser avec d'autres concepts dans aussi un contexte social qui a évolué, et notamment la suprématie des informations en ligne et la multitude d'expositions aux informations en ligne, et aussi l'alimentation comme objet de controverse parce qu'il est le nœud d'intérêts financiers, sanitaires, culturels, de mode, etc., etc. Et donc, ce que je trouvais intéressant ici, c'était, au-delà des représentations, de faire le lien avec ce qui pouvait permettre de mieux appréhender comment les représentations peuvent s'organiser et impacter la façon de percevoir notamment toutes ces sources d'informations qui sont en ligne, ce réservoir sans fin d'informations autour de l'alimentation. Alors là, ce sont des données extrêmement rapides sur les informations en ligne à propos de l'alimentation, et puis des liens qu'on a déjà avec les inégalités sociales, notamment sur ces aspects-là. Mais surtout, ce que je voulais vous proposer, c'était de faire le lien entre ces représentations et un vrai sujet sur lequel on ne sait pour l'instant pas très bien comment gérer les sources d'information autour des fake news qui apparaissent actuellement en ligne. Donc, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement médiatisé, mais avec l'idée que ces fake news, elles viennent sous des formes variées. Elles peuvent venir sous des formes de parodie, sous des formes de satire, mais aussi sur des contenus manipulés par des acteurs aussi différents que les industriels ou une personne lambda. Donc, on a des objets de croyances et d'informations erronées qui mettent en avant des post-vérités dont on ne sait pas très bien d'où est-ce qu'elles viennent. Et surtout, on observe des fausses fake news très présentes dans les médias qui sont extrêmement variées et par rapport auxquelles il est très difficile de faire le tri pour une personne lambda qui se retrouve devant son ordinateur et qui souhaiterait savoir finalement de quoi il en retourne. Entre la diversité des informations
et des points de vue qui sont apportés sur ces informations, de ce qu'elles représentent. Est-ce qu'on vient chercher une information sur l'alimentation pour connaître le nombre de calories, pour savoir si ce sont des aliments transformés, etc., etc. Mais ça, vous connaissez mieux que moi. Mais donc, finalement, pour un individu, pour faire le tri entre à la fois des regards différents qu'il porte sur les objets et alimentation, parce que c'est une diversité, et des informations fausses, on se retrouve assez en difficulté. Et donc, l'idée étant ici d'essayer de mieux appréhender finalement comment est-ce que ces food fake news alors se construisent et surtout comment on peut proposer des solutions aux individus pour comprendre ce qui a trait aux représentations, aux food fake news et à ce qu'on peut encore apporter comme information complémentaire ou comme outil complémentaire à la population pour savoir comment s'en saisir. Et donc, c'est ici qu'on peut introduire le concept de littératie, puisque, pour aller vite, parce que je vois le temps qui passe, la littératie, donc c'est un concept qui existe depuis quelques années, qui est un concept global au départ, finalement qui a trait aux connaissances, aux compétences, à la motivation et aux capacités à repérer, à identifier, à sélectionner des informations autour de la santé pour prendre des décisions et avoir des comportements positifs pour sa santé. Donc, il y a un réseau, et je vous laisserai, si pour celles et ceux qui sont intéressés, aller voir le site du réseau Reflis. Et très rapidement, il y a un certain nombre d'échelles validées à disposition sur le site du réseau Reflis qui portent sur la littératie en santé. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est de se dire qu'il y a aussi le concept de littératie alimentaire qui vise à aider les individus à acquérir les informations, à être finalement suffisamment outillés. C'est une forme d'empowerment détournée, on va dire, qui permet aux individus d'avoir suffisamment d'informations, d'être suffisamment outillés pour pouvoir faire des choix et avoir les comportements alimentaires cohérents avec ces choix-là. Et l'idée ici, c'est bien de dire que si on a acquis un niveau suffisant en termes de littératie alimentaire, parce qu'on comprend et qu'on peut décliner décliner toutes ces étapes nécessaires à faire les bons choix, à savoir donc planifier et gérer, sélectionner, préparer puis consommer, et bien possiblement, on va pouvoir contrer un certain nombre de food fake news et mieux intégrer finalement un certain nombre et mieux utiliser ce qu'on pourra aller rechercher en termes d'informations sur les représentations relatives à un certain nombre d'aliments ou de façons de consommer, puisque, une fois encore, les représentations sociales peuvent être à la fois sur des objets globaux, ça peut être sur l'alimentation en général, mais évidemment, ça va se porter aussi sur des alimentations, des façons de consommer et se décliner avec derrière des logiques qu'on appelle de représentation en réseau, puisqu'on sait bien aussi qu'il y a toujours une cohérence. En tout cas, les individus vont sélectionner les informations pour avoir des représentations en cohérence les unes avec les autres pour les outiller et les aider dans leur compréhension de la réalité et dans leur choix. Et donc, l'idée ici, je reviens très rapidement sur cette notion de littératie alimentaire, c'est comment est-ce qu'on fait le lien entre la façon d'outiller les personnes, et vous voyez ici qu'il y a des dimensions individuelles, mais il y a aussi des dimensions sociales. On n'oublie pas qu'un individu, justement, il va construire des représentations autour de certains objets liés à l'alimentation en fonction du contexte social dans lequel il vit, en cohérence avec le sentiment d'auto-efficacité, la confiance, les connaissances qu'il a et les capacités qu'il peut développer, et qui permettrait éventuellement de pouvoir contrer ces food fake news dont on voit qu'elles sont extrêmement présentes. Donc, alors, cet intérêt pour les food fake news, j'en parle aussi parce qu'au niveau du laboratoire, Maëva une jeune doctorante va débuter son travail de thèse, notamment plus particulièrement sur cet aspect-là. Mais
je voudrais juste terminer sur l'idée selon laquelle, finalement, utiliser l'approche théorico-méthodologique des représentations sociales, pour moi, c'est vraiment une clé pour aller, qui est très pertinente pour aller mieux comprendre ce qui se joue dans un contexte qui est quand même extrêmement, extrêmement complexe. Il n'y a pas tant d'objets que cela qui soient le nœud d'autant de controverses, d'intérêts, d'enjeux, où on a aussi, en termes de perception des risques, voilà, des choses à travailler et qui sont, et c'est assez justifié, souvent envisagé sous un prisme spécifique, mais sauf que finalement, en ayant des angles d'attaque à chaque fois trop spécifiques, on en oublie la globalité des enjeux que recouvre l'objet. Et en même temps, méthodologiquement, c'est compliqué de tout appréhender. Donc, on voit bien ici qu'entre les approches théoriques et nos angles de vue d'un point de vue de la recherche et ce qui peut se passer sur le terrain, il y a forcément parfois un petit décalage. En tout cas, ces enjeux de littératie qui se déclinent aussi sur d'autres aspects, parce que là, je vous ai parlé de la littératie de la santé, la littératie alimentaire. On sait aussi que quant à la capacité à décrypter des informations scientifiques, on l'a vu sur le Covid, va être un enjeu aussi important et peut faire le lien, puisque nécessairement ici aussi, on a des choses en lien avec l'alimentation et la santé. Et donc, ça constitue autant d'outils conceptuels qui, je l'espère, peuvent permettre de mieux appréhender ces questions autour des liens entre santé et alimentation, et surtout entre connaissances et comportement. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je pense que j'ai dû tenir mes 30 minutes. Donc, je suis ravie de prendre encore du temps, si vous le souhaitez, pour échanger. Merci beaucoup, Marie, pour ton intervention. C'était vraiment très intéressant et très enrichissant. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire dans ce domaine-là, effectivement. Alors, on va pouvoir passer à la phase de questions. Donc, il y en a une de Bernard Sour. Il demande, existe-t-il des données sur une possible intersection entre la réceptivité aux food fake news et l'appartenance à ce qu'on appelle des sphères complotistes? À ma connaissance, non. D'abord parce qu'on n'a pas, sur les food fake news, on a très très peu de données un petit peu représentatives, j'ai envie de dire. Le peu de travaux pour l'instant sont très orientés, et ne serait-ce que parce qu'on a un vrai problème et on commence à le travailler, c'est qu'est-ce que ça signifie les food fake news? En fait, il faut qu'on se cale sur certains objets précis. Et c'est à partir de ça qu'on va réussir à faire le lien éventuellement, en effet, avec des croyances diverses et variées. Mais il a fallu déjà définir le concept, et je crois qu'il va falloir maintenant qu'on aille dans la précision de ce qu'on entend sur certains objets, spécifiquement par food fake news. Mais à ma connaissance, en tout cas de ce qu'on a pu regarder, je n'ai pas vu de données solides. Merci, Marie. Mais en attendant de voir s'il y a d'autres questions, moi j'en aurais une. Du coup, j'ai trouvé ça super intéressant, ce que tu nous racontais sur la littératie alimentaire, cette forme d'empowerment un peu détournée des personnes. Et moi, je me pose vraiment la question de est-ce qu'on va pas toujours avoir, finalement, dans les résultats, retrouver ces mêmes personnes qui sont toujours un peu plus dotées culturellement? Est-ce que c'est pas elles qui vont aussi aller finalement se saisir des outils pour déconstruire ces food fake news? Et du coup, on reproduirait encore une fois des inégalités sociales de santé. J'imagine que oui, mais comment est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, en tout cas en termes de méthodologie ou je ne sais pas, pour limiter ces effets-là, même si, à mon sens, ils sont inévitables, mais moi, j'ai l'impression que justement, quand on va être obligé de faire des choix sur le type de food fake news sur lesquels on s'oriente et sur lesquels on peut particulièrement déployer des outils, peut-être que ça va permettre de contrer certaines inégalités liées à certaines croyances. Donc ça, c'est un premier angle d'attaque.
Après, sur la littératie alimentaire, oui, tout dépend comment on travaille les interventions pour améliorer la littératie. Mais je suis complètement d'accord avec toi. La façon de faire va complètement impacter le fait de renforcer des inégalités existantes. Après, c'est pour ça que j'aime bien l'idée de l'empowerment, parce que pour moi, on le prend par un autre bout, on l'envisage d'une autre façon, de façon aussi plus vaste que le focus littératie alimentaire. Et j'ai l'impression que quand on travaille l'empowerment, on le travaille de toute façon dans cette logique de réappropriation dans des groupes plutôt stigmatisés. Donc, tout dépend comment on traite la question de la littératie alimentaire, me semble-t-il. Merci Marie. Alors, on a une question de Austin Showalter qui demande comment faire lorsque les industriels privés comme Coca investissent massivement dans la recherche dans l'alimentation et influencent avec des publications parfois biaisées. Alors là, je serais bien embêtée de répondre en chercheur du public. Je ne saurais que dire qu'il faut promouvoir la recherche publique et attirer les chercheurs pour qu'ils n'aillent pas dans le privé. Mais voilà, on est sur un autre sujet de débat. Mais il n'empêche que oui, il y a une première étape qui est celle-ci. Après, on touche la question de la publication scientifique et je crois que ce soit sur les médicaments ou sur l'alimentation, on a un vrai sujet, en effet, de la valorisation scientifique de nos travaux, qui est ouverte autant, en effet, au public qu'au privé. Mais là, on est sur un débat, on part sur un débat épistémologique autour de la science et de la recherche, que je trouve néanmoins très intéressant parce qu'on le discute beaucoup, je crois, sur l'apport des industriels côté médicaments, mais probablement moins, peut-être que c'est un prisme que j'ai, mais probablement moins sur les industriels de l'alimentation. Merci Marie. Donc, on a ensuite une question de Alexandra Left. Donc, elle demande, à l'heure actuelle, l'éducation thérapeutique des patients va dans ce sens et on observe que les individus ne sont pas tous réceptifs. Quels outils ou process pourraient être actualisés, créés pour améliorer et transmettre justement les bons messages, tout du moins qu'ils soient mieux intégrés? Je pense qu'on a aussi une révolution dans l'accès à l'information qu'on essaye de suivre comme on peut. Moi, c'est quand on discute avec les étudiants. Alors, quand on est enseignant-chercheur, voilà, on a le plaisir de voir des étudiants au quotidien. Et moi, je suis toujours effarée de voir, et pour le coup, on en discutait hier avec voilà, des masterants, le décalage qu'il peut y avoir dans les modes de communication. Et du coup, en termes de façon d'impliquer, d'outils qu'on peut utiliser sur ces enjeux d'éducation thérapeutique notamment, peut-être qu'il faut qu'on soit plus près de la réalité, notamment des plus jeunes, même s'il n'y a pas que des plus jeunes qui sont impliqués, qu'on soit davantage dans le participatif aussi, dans l'implication dès le départ. On voit quand même que à partir du moment où les populations sont impliquées, il y a davantage de comportements qui vont être possiblement modifiés, et surtout sur du long terme. Donc, voilà, moi je dirais la participation dès le départ, y compris dans la construction des outils d'ETP notamment. Et puis, il faut qu'on s'adapte davantage aux modalités de fonctionnement des jeunes, que ce soit dans la recherche d'informations, dans la façon d'interagir. Je crois qu'on est encore décalé. Mais parce que ça va très vite aussi, c'est compliqué de suivre. Voilà ce que je peux dire. Merci. Ensuite, c'est une question de Sidonie Fabi qui nous dit « Éducation pour la santé en milieu scolaire, comment positionner les interventions pour les élèves dans la promotion d'une alimentation saine? Positionnement santé comme un argument, est-il vraiment peu efficace ou cela dépend-il des élèves selon les catégories socio-économiques ?» Je suis bien embêtée de répondre parce que je ne suis pas du tout spécialiste du sujet. Ça rejoint un peu ce que j'évoquais sur le baromètre, et je vais faire le parallèle avec des sujets que je connais un peu mieux, qui sont la prévention autour des IST et du VIH, et où on a voulu avoir une position plus en promotion qu'en prévention, et puis en faisant moins peur. Et je trouve que c'est très, très compliqué. Et surtout, je pense qu'on va se faire rattraper par
quelque chose qui préoccupe beaucoup les jeunes, et là je refais écho aux étudiants, qui sont les aspects environnementaux, qui ne sont pas encore très bien pris en compte, et où là on va avoir un vrai sujet, parce que les jeunes ils sont très sensibles. Donc probablement qu'une approche encore plus globale qui va intégrer ces dimensions-là, qui sont déjà très présentes, mais qui vont l'être encore plus dans l'avenir, risque d'être pertinent. Après, comment contrer les inégalités, je ne suis pas sûre qu'on ait encore la solution. En tout cas, je serais bien incapable de trouver des réponses. Merci. Alors ensuite, on a une question de Cindy Raja qui demande: est-ce que l'éducation dès le plus jeune âge à l'école ne peut pas permettre d'aller outre les inégalités sociales de santé, et notamment sur l'acquisition de la littératie alimentaire? Je pense que oui, ça, on le sait, hein, dès le plus jeune âge. Après, on sait aussi que cette éducation, elle arrive dans un cadre où justement les enfants vont redonner du sens à tout ce qu'ils entendent par rapport à leur contexte culturel. Mais ça n'empêche que oui, il est certain que de toute manière, plus on commence tôt, et ça je pense que toutes les données, et Charlotte, tu connais bien ces sujets-là, montrent que plus on commence tôt, plus on est de chance en effet que les plus jeunes acquièrent cette littératie, ça c'est certain. Il faut au moins le travailler dès le plus jeune âge. Alors ensuite, on a une question de Cynthia Silva. Est-ce que faire des animations dans les écoles pourrait justement toucher plusieurs classes sociales et donc les sensibiliser à ces jeunes à ce genre de sujet de façon différente à ce qu'ils vivent dans leur foyer familial? Oui, je dirais que oui, plus. Je pense qu'on a beaucoup d'initiatives dans ces 15 dernières années sur ce sujet-là, hein, mais on reste encore un peu sur, même si voilà, beaucoup de structures se sont développées et beaucoup d'interventions sont construites, elles ne sont pas suffisamment systématiques et peut-être pas aussi assez valorisées au sein des programmes scolaires, probablement. D'accord. Ensuite, on a une question de Élodie Maquin, donc, qui nous dit: dans l'alimentation pendant le cancer, la consommation du sucre revient très souvent, mais les patients n'ont pas forcément accès à l'information. Voir les charlatans qui jouent du désespoir et vendent des aliments comme du chocolat en poudre en solution à tous les maux, comment pourrions-nous limiter ces food fake news en tant que professionnels, car les personnes y croient malheureusement? Ouais, voilà, je crois que là-dessus, et puis surtout les compléments alimentaires aussi. Moi, je me souviens des pharmaciens qui disent qu'il y a des choses terribles, hein, avec des compléments qui vont contrer les effets de certains traitements. Et j'ai envie de dire que quand même là, on a des patients, donc ils sont un tout petit peu plus captifs, entre guillemets, hein, que quand on travaille en population générale. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à comprendre les ressorts de certaines food fake news qui s'installent et pourquoi elles font écho d'un point de vue représentationnel chez les patients, pour pouvoir après construire des façons de déconstruire finalement pour le coup ces informations. C'est pas anodin parce que tout ce qui est utilisé ici, voilà, on renvoie d'un point de vue représentationnel le chocolat. Vous voyez, il y a des symboliques derrière et je pense qu'il faut le travailler. Mais pour le coup, la question pour moi elle est un peu différente quand ce sont des patients, parce qu'on a quand même des lieux où ils sont un petit peu plus captifs pour pouvoir échanger avec eux et déconstruire un peu les choses. Mais il faut de l'aide parce que les professionnels ne peuvent pas le faire tout seuls, ça c'est sûr. Merci. Du coup, alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, mais moi, j'en ai quand même une. Du coup, j'aurais aimé savoir, comme c'est un de tes enjeux de recherche, la recherche interventionnelle collaborative, mais quelle est justement sa place dans ce type de recherche? Je pense qu'avec les plus jeunes, on pourrait faire par exemple des choses extrêmement intéressantes. Alors certes, la recherche interventionnelle est toujours plus complexe et plus longue à mettre en place, mais construire ensemble justement pour coller à ces avancées dans la façon, je pense notamment à l'usage des réseaux sociaux, je pense que si on ne fait pas avec les populations concernées, on tape toujours à côté.
et travailler notamment, je pense qu'avec les étudiants, alors en plus nous on les a sous la main, donc c'est quand même pas très très compliqué. Avec les plus jeunes, il y a des enjeux éthiques qui font que c'est un poil plus compliqué, mais si on s'en donnait les moyens, si les rectorats étaient associés, on pourrait travailler très très tôt avec les plus jeunes. Mais je crois qu'en effet, à la fois parce que ce sont les plus jeunes, les plus concernés, qui sont concernés pour eux, pour leurs futurs enfants, mais qu'il y a aussi des choses qui nous échappent si on ne le construit pas avec eux. On a tout à gagner, même si c'est un peu plus long et un peu plus compliqué, à co-construire ensemble. Et vraiment, j'insiste sur les réseaux sociaux, par exemple. On a beau être expert du sujet, les choses, elles bougent très, très vite. Donc, on voit bien que les influences se jouent à des niveaux très, très différents et que les façons de se référer à des personnes clés ne sont pas les mêmes chez les plus jeunes. Donc, il faut qu'on co-construise avec eux pour être ancrés dans la réalité et les impliquer en plus. Merci. Et c'est vrai, je pense que ça permettra aussi de, par exemple, comme ce qu'on voit aujourd'hui un peu avec les enjeux environnementaux, où finalement on se retrouve avec une population assez jeune qui vient finalement éduquer plutôt les parents, les grands-parents, etc. Finalement, est-ce que ce serait pas ce type de choses qu'il faudrait plutôt mettre en place, hein, voilà, au lieu de dire, bon, bah, c'est les parents qui sont éduqués et qui vont venir justement faire de la prévention, de la promotion, etc. auprès de leurs enfants. Finalement, est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec une population jeune qui va venir justement éduquer leurs parents avec ces food fake news, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, moi, j'y crois beaucoup, en tout cas. Alors, on a une question de Samantha Marquezani. Alors, je suis désolée si j'écorche les noms de famille. Alors, c'est donc bien un travail pluridisciplinaire axé sur l'écoute du patient qui permettra de déconstruire les croyances et les représentations erronées des patients. Oui, plus. Mais après, voilà, je pense que comme vous le dites, c'est pluridisciplinaire et on ne peut pas demander à certains professionnels du soin de faire le job que d'autres, pour lequel ils ne sont pas forcément outillés. Donc, je vous rejoins complètement, mais on ne peut pas mettre sur le dos de ceux qui sont déjà sous l'eau aussi le fait de travailler sur ces sujets-là. Et pour le coup, on peut vous y aider, je pense. Alors, on a une nouvelle question de Bernard Sour. Y a-t-il des études disponibles sur les effets des régimes politiques, donc démocratiques, autoritaires, etc., sur la différence entre les genres dans la perception de l'alimentation comme facteur protecteur ou facteur de risque? Franchement, je pense pas. Alors, je sais pas, Charlotte, parce que toi, tu connais peut-être, mais Je ne crois pas non plus. je pense pas qu'on ait des comparaisons internationales qui permettent de comparer les régimes politiques avec des données en plus sur le genre et l'alimentation. Ça m'étonnerait. Sur le genre et l'alimentation, c'est sûr, mais effectivement, mêlé à des enjeux politiques, je ne crois pas. Non. Non. Et donc ensuite, une nouvelle question de Bernard. Est-ce que la complexité de collecter le facteur ethnicité dans les études en France aurait un impact de ralentissement sur ces recherches, surtout en ce qui concerne les inégalités sociales de santé liées à l'alimentation? Je pense qu'on peut trouver des proxys. Je vois très bien la bataille qui est derrière sur le rapport aux données sensibles. Je rejoins cette bataille sur plein de sujets, mais sur cet aspect-là, je suis sûre qu'on peut trouver des proxys pour comprendre ce qui se joue derrière. Donc, je ne suis pas sûre que ça ralentisse tant les recherches que ça. Après, ça nous donnerait d'autres angles de vue et comme on le voit dans d'autres cadres, notamment aux États-Unis, où en effet, on peut recueillir des informations très différentes. Mais moi, je ne dirais pas que ça ralentit. Ça nous amène à faire autrement. Très bien. Ben, merci beaucoup, Marie. Alors, si, on a encore une dernière question qui vient juste d'arriver. Désolée, Bernard. On a Cindy Raja qui nous demande, il faut aussi que les professionnels adaptent aussi au mieux leur discours et explications données aux patients, car parfois, il y a des incompréhensions du côté des patients. Et je dirais même surtout que les professionnels, mais alors il n'y a aucun jugement de ma part, hein, mais puissent avoir suffisamment de temps
pour entendre ce qu'ont compris les patients. Parce que c'est ça, en fait, l'incompréhension, elle vient du fait que chacun doit s'exprimer et laisser aussi aux patients la possibilité de s'exprimer, mais ce n'est pas juste lui dire « est-ce que vous avez une question ?» C'est une histoire de posture, de non-hiérarchie, etc. Mais une fois encore, il n'y a pas de jugement. Je sais qu'il y a des enjeux de temporalité, de prise. Enfin, voilà, le système est très complexe. Et puis, il y a autant de postures que de professionnels. Mais oui, de toute façon, la communication et tu sais que les relations, les communications soignants-soignés sont un sujet de recherche qui montre à quel point on est encore sur des choses très, très asymétriques. Tout à fait, oui. Alors, on va prendre juste la dernière interrogation de Caroline Joucla qui dit « Et comment convaincre certains oncologues de ne pas diffuser de food fake news comme le jeûne, aspect qu'il relaye, il relaye des régimes qui ne sont pas recommandés au plan national ?» Malheureusement, des médecins qui recommandent des choses non validées, je crains qu'il n'y en ait pas que dans le champ de l'oncologie et dans le cadre de l'alimentation. On en a vu des exemples dans la dernière crise sanitaire. Je crois que c'est très, très compliqué. Après, normalement, un médecin n'est censé relayer que des informations sur la base de données scientifiques. Et je ne suis pas certaine qu'on ait des données scientifiques sur le jeûne. Enfin, je suis même certaine qu'on n'en a pas. Mais voilà, on ne peut pas contrôler. Là, je trouve que c'est très, très compliqué. Alors, on va peut-être prendre une dernière question. Je vois qu'il ne nous reste que 5 minutes. On a Élodie Maquin qui nous demande comment améliorer la prise en charge quand nous ne prenons pas le temps d'écouter, ni en mettant les moyens. J'ai fait une étude lors de mes études sur 324 personnes, plus de 85% considèrent la prise en charge diététique en France inexistante, voire insuffisante. C'est à nous de montrer notre importance, mais il faut l'écho et l'aspect financier, malheureusement, prend le pas. Je pense qu'on peut encore montrer, sur la base de données scientifiques, l'importance et l'apport financier. En termes de, peut-être qu'il faudrait travailler aussi avec des économistes sur ces sujets-là. Je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, peut-être que ça a été fait. Mais c'est toujours convaincant aussi, cette dimension-là, pour les pouvoirs publics. Merci Marie. Alors malheureusement, il reste quelques questions, mais je pense qu'on va devoir terminer là. Et du coup, je vais repasser la main à Bernard. Merci Marie. Merci beaucoup Charlotte. Je crois qu'on a le temps pour prendre encore 2 questions, On a le peut-être temps juste histoire de ne pas laisser nos participants sur leur faim. Donc, Très bien. Alors, on a Alexandra Lev qui nous demande « Est-ce que finalement, à l'heure actuelle, le système de santé est-il réellement en phase avec ce besoin de prévention ?» Je pense qu'on pourrait faire mieux. Je suis désolée, c'est pas très… Mais oui, on peut faire mieux. Les choses évoluent quand on regarde le statut de la prévention au sens large. Mais bien sûr, oui, on pourrait faire mieux, notamment avec davantage de temps et la possibilité d'échanger sur ces sujets-là, bien sûr. Oui. Et du coup, je vais répondre à la question du dessus, sur la littératie alimentaire. En effet, je pense que si on peut permettre, en faisant passer, puisque la question est sur le niveau de littératie alimentaire à tester, à l'aide de questionnaires validés qui existent, ça pourrait permettre, en effet, probablement d'orienter peut-être un peu plus facilement. Et quelque part, c'est aussi accorder de l'importance à cette dimension-là, je trouve, l'idée de dépister, donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Après, il ne faut pas que ce soit mésutilisé, je dirais, en considérant que certains ont des hauts niveaux de littératie et que donc tout va bien, parce que ce n'est pas forcément le cas. Mais pour orienter et personnaliser les parcours, oui, ça pourrait être très pertinent. Très bien. Merci beaucoup, Marie. Un grand merci Marie, c'était passionnant. Je crois qu'on pouvait passer des heures à parler de ces thématiques-là et c'est vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous toute cette expertise sur le sujet et nous sommes impatients donc de voir la suite de ce projet de recherche, en particulier sur les fake news. Merci beaucoup également Charlotte d'avoir modéré cette session. Merci beaucoup d'avoir apporté ton expertise. Alors, avant de clôturer ce webinaire, je voudrais juste prendre 1 minute pour annoncer le prochain qui aura donc lieu au mois de décembre. On reviendra vite vers vous pour la date et ce sera plutôt un webinaire de recherche clinique et on parlera d'activité physique adaptée pendant le cancer du pancréas et ce sera avec le docteur Cindy Neusillet
de l'Institut Curie, qui nous fera donc une présentation et avec qui vous aurez l'opportunité d'échanger après la présentation. Donc, merci beaucoup à toutes et tous et à bientôt.